Howdy folks, on a tous déjà entendu parler du Pony Express, ce service de relais légendaire qui permettait de transporter du courrier de la côte est à la côte ouest américaine en un temps record. Mais est-ce que vous pensez tous savoir du Pony Express? Par exemple, est-ce que vous savez que le service n'a en réalité été ouvert que 18 mois? Et ouais, seulement 1 an et demi. Et bien dans cette vidéo, vous allez peut-être apprendre davantage de choses sur ce service mythique du Far West, un des piliers de la mythologie du Far West. Alors c'est parti, on va explorer le Pony Express. Yeehaw! Pour bien comprendre le Pony Express, il faut d'abord cerner la géographie des États-Unis en 1860. Nous sommes alors dans une période un peu bizarre où les États-Unis ne ressemblent pas du tout aux 50 États que l'on connaît actuellement. Déjà, il n'y a que 33 États. Et oui, regardez le drapeau de l'époque, que 33 étoiles. Et ouais, on est vachement habitué à avoir 50 étoiles sur le drapeau américain, mais en fait, il y a 1 étoile par État. Et est-ce que vous savez quand est-ce que les 2 derniers États ont rejoint l'Union? Allez, vous savez? Bon, c'était l'Alaska et Hawaï, c'était en 1959 et 1960. Et ouais, si vous regardez des photos du débarquement américain sur les plages de Normandie, il n'y avait que 48 étoiles sur le drapeau américain. Bon, on digresse. En 1860, il n'y a que 33 États, et on pourrait s'imaginer que la conquête de l'Ouest s'est faite progressivement de l'Est jusqu'à l'Ouest. Sauf que non. Les États du milieu du pays furent les derniers à rejoindre l'Union. Pendant très longtemps, le Nebraska, le Colorado, le Wyoming, l'Utah étaient soit des réservations indiennes, soit des territoires contrôlés par le Congrès mais pas indépendants comme un État. Rendez-vous compte, l'Arizona et le Nouveau-Mexique n'ont rejoint l'Union qu'en 1912. En 1860, à l'époque du Pony Express, la Californie est déjà devenue un État américain depuis 10 ans, grâce notamment au boom économique et démographique suite à la ruée vers l'or. Et l'Oregon vient à peine de rejoindre l'Union, supporté lui aussi par un afflux migratoire grâce à la piste de l'Oregon, connue aux États-Unis sous le nom de Oregon Trail. Au milieu du pays, vous pouvez voir qu'il ne se passe pas grand-chose. Les États-Unis sont littéralement coupés en deux, à tel point qu'en 1857, lorsque James Buchanan remporte l'élection présidentielle, la nouvelle mettra des mois à atteindre les journaux à San Francisco. Pas de bateau, pas de train, pas de télégraphe, encore moins de voitures, uniquement des pistes connectant des comptoirs marchands entre le Missouri et la Californie. Il faut aussi vraiment se rendre compte de la taille des États-Unis. Même après y avoir habité plusieurs mois, il a fallu que je traverse le pays en voiture pour vraiment me rendre compte de la taille de ce pays. C'est vraiment un continent entier. Et le Pony Express empruntait une route qui était globalement le chemin le plus court compte tenu de la topographie du terrain. Et pourtant, c'était 3100 km de piste. Ça fait un Copenhague-Gibraltar en termes de voyage. Et aujourd'hui encore, on peut le faire en 32 heures de route à 130. Donc imaginons 3 jours au total, à raison de 11 heures de conduite par jour en comptant vos arrêts courte paille de gros ports. Mais à l'époque, cette même distance sur piste et à cheval, pas besoin de vous faire un dessin, ça c'est une voiture, et ça c'est un cheval, le Pony Express était quand même capable de couvrir cette même distance en seulement 10 jours. Et le défi, c'était pas seulement les 3100 km de piste, il fallait aussi traverser les Rocheuses et la Sierra Nevada, traverser les grandes plaines américaines et le désert du Nevada. La logistique du Pony Express était impressionnante. Les lettres étaient reçues par télégramme à Saint Joseph dans le Missouri, puis recopiées sur papier et mises dans une sacoche appelée mochila, ça veut dire sacoche en espagnol. Cette sacoche était un peu spéciale. Au lieu de s'attacher sur les côtés de la selle comme on pourrait le faire traditionnellement, elle était composée en réalité de 2 sacoches reliées entre elles par une grosse sangle en cuir. La sangle était posée sur la selle, donc les 2 sacoches pendaient des 2 côtés, et le cavalier s'installait sur la sangle, la sécurisant sur place. Ce principe permettait aux opérateurs du Pony Express de rapidement prendre et déplacer la sacoche sur un autre cheval sans avoir à désangler et ressangler quoi que ce soit. Et vous allez voir, ce n'était pas la seule astuce utilisée pour économiser un maximum de temps. Globalement, le système fonctionnait grâce à un réseau de relais. Chaque relais servait de point de base pour des cavaliers frais et des chevaux bien reposés. Il y en avait 190, soit un relais tous les 16 km environ. Seul le cheval était changé à chaque relais. Le cavalier, lui, pouvait couvrir jusqu'à 10 relais par jour, c'est-à-dire 120 km. Le courrier, lui, ne stagnait jamais, puisqu'au bout de 10 stations, le cavalier était remplacé et prêt à déplacer la sacoche jusqu'à la station suivante. Le relais continuait ainsi jusqu'à Sacramento, en Californie, où les lettres étaient mises sur une barge et transportées jusqu'à San Francisco.
Bien entendu, le système marchait dans les deux sens, et on pouvait également envoyer du courrier d'ouest en est. Globalement, le courrier se déplaçait à une vitesse moyenne de 12 km/h. Et quand on imagine qu'il faut un peu de temps pour changer de cheval, il faut un peu de temps pour peut-être reprendre un petit verre d'eau ou un petit verre de whisky, et qu'il y a peut-être potentiellement des délais dus aux intempéries, et peut-être qu'on va moins vite la nuit, ce genre de choses, c'est quand même assez incroyable de se dire que ça pouvait avancer aussi vite. Les chevaux et les cavaliers étaient sélectionnés avec soin, et la paye était conséquente. 100 $ par mois, ça fait 3600 net par mois en monnaie d'aujourd'hui. Mais attention, tous ne pouvaient pas travailler au prestigieux Pony Express. Les règles d'admission étaient strictes et parfois il n'y avait rien à y faire. Afin d'économiser au maximum les chevaux, le Pony Express n'engageait que des cavaliers légers. La limite était fixée à 57 kg, des poids plumes donc. Avec la sacoche de 9 kg, une gourde d'eau et un revolver obligatoire, le Pony Express essayait de garder la charge sur le cheval en dessous de 70 kg. Les chevaux d'ailleurs étaient différents suivant les sections couvertes. À l'ouest, on préférait des Mustangs. Non, pas celle-là. Tandis qu'à l'est, on optait pour des Morgans. On estime que le Pony Express possédait 400 chevaux en tout afin de faire des rotations constantes. Parmi les cavaliers connus, on peut compter William Cody, plus connu sous le nom de Buffalo Bill. C'est même peut-être grâce à lui qu'on a entendu parler du Pony Express en France. Buffalo Bill a en effet organisé quelques spectacles en France en 1905. Mais ça, je vous le réserve pour une autre vidéo. Le salaire élevé était aussi là pour compenser pour les risques du métier, parce que un truc que je vous ai pas dit, c'était que les cavaliers du Pony Express devaient porter une Bible sur eux, et vous allez voir qu'une bonne dose de prière n'était pas trop sur certaines portions du Pony Express. Oui, et surtout suivant les périodes. En mai 1860 est déclarée la guerre des Paiutes, entre certaines tribus amérindiennes du Nevada et les États-Unis. Les hostilités commencent le 7 mai, lorsque les Paiutes attaquèrent William Station, un comptoir incluant une épicerie, un saloon et surtout une station Pony Express. Durant cette courte guerre, 7 stations Pony Express en tout se sont fait attaquer et le service postal a perdu 150 chevaux. La situation exceptionnelle força l'armée américaine à intervenir et en juin 1860, le service Pony Express put reprendre dans la paix. Il a fallu une vraie guerre pour interrompre le service postal, et ça a d'ailleurs été la seule interruption dans ces 18 mois de service. 18 mois d'ailleurs, c'est pas beaucoup, il va falloir qu'on explique pourquoi ça n'a duré qu'1 an et demi tout ça. Dès 1860, le télégraphe arrive à Carson City dans le Nevada. En août, la ville arrive à l'est jusqu'à Brownsville, puis Omaha en fin d'année. En mars 1861, le Pony Express n'opère plus qu'entre Salt Lake City et Sacramento. Je pense que vous comprenez où on en vient. Le 24 octobre 1861, la ligne de télégraphe transcontinentale ouvre et rend le Pony Express et ses 10 jours de trajet complètement obsolètes. Après 18 mois d'opération, ce sont plus de 35 000 lettres qui sont passées entre les mains des relais du Pony Express. Mais le service n'a jamais été rentable. Et à la fin de la guerre civile en 1866, les fondateurs liquident les derniers biens de la société. Ouais, une grosse question que je me posais avant, parce que j'avais entendu parler du Pony Express, mais je comprenais pas pourquoi est-ce que les mecs, les fondateurs du service, ils ont dû voir venir quand même le télégraphe. C'est pas arrivé comme ça sans prévenir. Le gouvernement fédéral savait qu'il voulait avoir une ligne qui traverse tout le pays. Comment ça se fait qu'ils sont quand même lancés sur un service de courrier à dos de cheval? Enfin, je veux dire, c'est un peu comme lancer un service de location de DVD maintenant en 2023. C'est bon. Bien entendu que les fondateurs du Pony Express savaient que le télégraphe allait arriver, et que facturer des lettres à 180 $ pour 10 jours d'envoi n'allait pas intéresser grand monde lorsque le télégraphe à 108 $ les 10 mots pouvait arriver virtuellement instantanément. Mais le but du Pony Express n'était pas de convaincre de la supériorité du cheval sur un câble électrique, mais plutôt de prouver la valeur de la société et surtout de la route choisie, afin de remporter le contrat plus juteux du courrier fédéral. Parce que oui, la poste est nationalisée aux États-Unis et c'est toujours le cas actuellement. Vous voyez, 108 $ les 10 mots, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus économique. En plus, je dis ça comme si ça arrivait instantanément, mais il y avait un délai d'aller au bureau de poste, de faire envoyer le télégraphe, qu'il soit reçu de l'autre côté, que votre interlocuteur le reçoive à son bureau de poste à lui, on était quand même loin du SMS. En plus, bonjour la confidentialité. Mais surtout le prix, 108 $ le texto. Avant le Pony Express, il y avait déjà un service postal entre l'ouest et l'est américain. C'est juste que ça passait par une carriole super lente, et ça arrivait quand ça arrivait. Mais c'était quand même plus abordable. Le timbre à l'époque coûtait l'équivalent de 72 centimes d'aujourd'hui. C'est 250 fois moins cher que le Pony Express, et surtout, toujours 150 fois moins cher que le télégraphe.
Le but des fondateurs du Pony Express était de prouver leur capacité à déplacer du courrier afin de remporter le contrat plus juteux de déplacement du courrier de la poste gouvernementale entre l'Est et l'Ouest. Malheureusement pour eux, la Overland Mail Company remporta le contrat en proposant de faire partir du courrier en diligence dans les deux sens, 2 fois par semaine, et de finir le voyage en 24 jours. Cette méthode de transport de courrier par diligence fut également de courte durée, puisqu'en 1869, la ligne de train transcontinental fut terminée, reliant Omaha dans le Nebraska à San Francisco en seulement 4 jours et 6 heures. Le Pony Express, lui, étant devenu obsolète par le télégraphe pour les communications rapides et n'ayant pas su convaincre pour le marché du courrier traditionnel, dut fermer ses portes après seulement 18 mois d'existence. Bon, j'espère que vous avez appris quelque chose sur ce service mythique du Far West, le Pony Express. Laissez un like avant de partir pour aider la vidéo avec l'algorithme YouTube. Inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Tous les mois, une vidéo éducative sur les États-Unis comme ça. Vous pouvez également m'en suggérer en commentaire. Vous êtes sur The American Dream. God bless America.